Est-ce que vous vous sentez en sécurité chez vous? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est certainement l'endroit dans lequel on se sent le plus safe. Eh bien, vous allez voir qu'après avoir vu ce nouvel épisode de Thread Horror, ce sentiment de sécurité va peut-être légèrement être remis en cause. Mais avant ça, petite parenthèse pour vous dire que si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide énormément. On n'oublie pas le petit like aussi, ça prend une seconde et ça nous met vraiment notre travail en valeur, donc merci beaucoup de prendre ce temps. Et maintenant que tout est dit et que vous êtes prêts à flipper ce soir, on est parti pour cette première histoire. Ok, accrochez-vous bien parce que l'histoire qu'on va vous raconter maintenant est vraiment flippante. On parle là d'une vraie histoire de stalker qui donne des frissons dans le dos. Mais pour véritablement comprendre ce qu'a vécu Marie qui nous raconte son récit ce soir, il faut revenir un peu en arrière. Et à ce moment-là, elle n'est même pas encore née. Ses parents, eux, vivent tranquillement dans une petite maison de campagne. Et franchement, tout s'y passe vraiment très bien, rien à signaler. Le problème et ce qui a un petit peu joué dans leur déménagement, c'est leurs voisins. Tout commence alors que Claire, la maman de Marie, est tranquillement en train de lire un livre dans sa chambre. Le temps est lumineux, il ne fait pas trop chaud, pas trop froid, franchement c'est idéal. Mais alors qu'elle est hyper focus sur son livre, des mouvements attirent son attention. Ces espèces de mini déplacements, elle a l'impression de les voir du coin de l'œil de la fenêtre qui est juste en face d'elle. Elle décide donc de regarder plus attentivement et c'est là qu'elle le voit. Un homme semble bel et bien avoir grimpé dans le grand arbre devant la fenêtre. Bon, si ce n'était que pour s'amuser ou pour cueillir des cerises, ça irait. Le problème, c'est que l'homme est totalement immobile et semble porter des jumelles directement pointées vers Claire qui lit tranquillement son livre. Elle n'en revient absolument pas. Bien évidemment, elle sort de ses gonds, ouvre la fenêtre et lui ordonne de dégager de là. Et ouais, franchement, on peut la comprendre. Et l'histoire ne s'arrête pas du tout là. En enquêtant un petit peu, elle se rend compte qu'il s'agit en fait de John, 16 ans, le fils du voisin d'à côté. Bon, de quelques petites années après tout ça. Pour le coup, Claire n'a pas vraiment détaillé à sa fille comment c'est arrivé, mais apparemment, John lui avouera qu'il venait tous les soirs se planquer dans l'arbre en face de la fenêtre pour l'espionner pendant des heures. Oui, vous avez bien entendu, des heures. Bref, le temps passe, Claire et sa famille déménagent dans une nouvelle maison. Elle vit maintenant avec son mari et leurs enfants, dont Marie du coup de 3 ans. Un soir, ils accueillent des invités. Bon, tout ça, ça fait qu'ils doivent réorganiser un petit peu la pièce, dont la table par exemple. Comme un petit peu tout le monde, elle a normalement sa place attitrée à la table principale, sauf que là, elle doit changer d'endroit. Elle se retrouve donc face à la baie vitrée qui donne sur leur jardin. Bon, jusque-là, rien d'anormal, tout va très bien. Mais attendez, c'est là que ça devient creepy. Pour vous planter un petit peu le décor, derrière la baie vitrée, il y a le jardin, des arbres, des buissons et un petit chemin éclairé par un lampadaire. Ça semble tranquille tout ça, non? Alors oui, jusqu'au moment où Claire remarque que quelque chose bouge dans les buissons. Elle décide donc de se pencher en avant, elle plisse les yeux pour mieux voir, et c'est là qu'elle voit une silhouette qui tente de se cacher. Bien entendu, elle hurle de toutes ses forces en voyant que quelqu'un est littéralement chez eux en fait. Son mari réagit directement et fait sortir le chien. Et elle n'avait pas rêvé, l'homme se lève et se met à courir pour sortir de la propriété. Bon, rien que ça, déjà c'est assez terrifiant, mais il y a quelque chose d'encore plus bizarre. Claire a l'impression d'avoir croisé son regard et semble le connaître. Pour elle, il n'y a quasiment pas de doute, c'était John. Bon, des années passent après cet incident et toujours pas de nouvelles de lui. Mais un jour, alors que Claire parle tranquillement avec des anciens voisins à elle, elle apprend que John est devenu soldat dans les forces spéciales. Le problème, c'est que maintenant, il est sans abri et apparemment mentalement atteint. En soi, c'est sa vie, ça ne la concerne pas, enfin, peut-être que si. Parce que apparemment, il traînerait en ce moment très régulièrement vers le nouveau quartier dans lequel la famille vient de déménager. Tout ça nous amène finalement à cette fameuse journée que Marie nous raconte ce soir. Nous sommes en début de soirée, Claire prend sa douche. C'est alors qu'elle arrive à entendre du bout de l'oreille que son mari vient de rentrer. Rien de plus normal en soi vu l'heure, elle continue donc sa douche tranquillement, mais quelques minutes après quand elle sort de celle-ci, elle l'appelle et personne ne répond. Et effectivement, il n'y a personne dans la maison. C'est hyper glauque parce qu'elle est quasiment sûre d'avoir entendu quelqu'un rentrer. Bref, elle passe complètement à autre chose, elle se dit que c'était certainement son imagination, mais c'est le soir même que quelqu'un frappe à la porte. Déjà, rien que ça, c'est bizarre, parce que pour arriver à cette porte, il faut normalement passer un portail qui est fermé et traverser le jardin. Avant d'aller ouvrir la porte, Claire décide donc de regarder par la fenêtre de l'étage pour voir de qui il s'agit. Et bien entendu, vous l'avez, il s'agit de John. Là, son cœur s'accélère, vous l'imaginez bien.
Elle dit donc à son mari Carl d'aller lui ouvrir et de dire qu'elle n'est pas là. Son mari, bien conscient de qui c'est, s'exécute et ouvre la porte à John. Celui-ci ne perd pas de temps, il demande immédiatement où est Claire. Le mari, un peu paniqué vu l'allure du bonhomme, invente une excuse et dit qu'elle est malade et qu'elle dort. John semble s'énerver de plus en plus, puis d'un coup, venu de nulle part, il demande quelque chose à boire. Carl lui propose de l'eau, mais non, John ne veut pas d'eau, il veut de l'alcool. Alors pour éviter de faire des vagues, le mari va dans la cuisine, prend une bouteille de rhum et lui donne. Il est quand même plutôt sympa et patient. John la prend, mais il ne s'en va pas. Au contraire, il la tient et s'arme de celle-ci comme s'il tenait une batte de baseball. Et là, dans le plus grand des calmes, l'homme passe au-dessus des buissons et s'installe dans leur jardin comme s'il était chez lui et commence à boire tranquillement. Pendant quelques minutes, le mari de Claire l'observe depuis la fenêtre du salon sans savoir quoi faire. Est-ce qu'il faut qu'il appelle la police? Ça, c'est lui qui se pose la question, hein, parce que nous, on vous le dit, bien évidemment qu'il faudrait appeler la police si vous vous retrouvez dans ce cas-là. Mais apparemment, ce n'est pas leur logique. John est toujours dans le jardin en train de siphonner la bouteille avec un regard hyper malsain. Après une quinzaine de minutes, il revient finalement frapper à la porte pour rendre la bouteille vide. Carl se retrouve donc de nouveau confronté à l'homme qui, maintenant, a toute une bouteille d'alcool dans le sang. Bon, cette fois, il faut quand même passer à autre chose, donc Carl s'apprête à fermer la porte lorsque John lui pose une ultime question. Quelle est la date d'anniversaire de Claire? Vous l'imaginez bien, Carl en a marre, il esquive la question, tente de fermer la porte, mais John ne le laisse pas faire. La situation devient vraiment tendue jusqu'au moment où Carl craque, lui donne la date et le supplie de les laisser tranquilles. C'est alors que John lui dit tout simplement « Bon, bah tu lui diras framboise alors ». Et il s'en va. Ça n'a absolument aucun sens, on est d'accord avec vous. Mais attendez parce que ce n'est toujours pas fini. John va ensuite se rendre chez les parents de Claire, on ne sait absolument pas du tout comment il a obtenu l'adresse, mais il l'a, et il leur donne tout un tas de cadeaux à destination de Claire parce que apparemment elle comprendra. Et si vous vous posez la question, Marie qui nous raconte l'histoire a bel et bien demandé à sa mère si elle avait compris, et non, pas du tout. Ni ce cadeau bizarre, ni la référence à la framboise. Depuis ce jour, sa mère est hyper vigilante et verrouille toujours la maison. On parle quand même là d'un ancien soldat d'élite, c'est pourquoi il terrifie autant toute la famille. Surtout qu'on vous le rappelle quand même, il a commencé à stalker Claire dès l'âge de 16 ans. Ah oui, dernier truc sur lui quand même, le gars était tellement déconnecté qu'il a marché jusqu'à Reims pour rencontrer un évêque et lui dire qu'il était la réincarnation de Jésus. Ouais, rien que ça. Et ça, on le sait parce que John a finalement été pris en charge par les services sociaux après avoir squatté une maison. Heureusement, Claire ne s'est jamais retrouvée seule face à lui, mais son angoisse a été permanente. On ne saura jamais ce qu'il lui voulait et comment il aurait réagi si c'est elle qui avait ouvert la porte. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis ce jour-là, elle regarde toujours par la fenêtre avant d'ouvrir la porte à quelqu'un. L'histoire est celle de Bess, une jeune fille de 13 ans qui vit en Algérie. Chaque week-end, elle et sa famille adorent se rendre dans des parcs en plein air. Vous voyez le genre, stand de nourriture, babioles en tout genre, ambiance festive. C'est leur petit rituel familial et ça se passe toujours très bien. Big up à toutes les personnes qui nous suivent depuis l'Algérie, vous êtes des grands oufs, on vous kiffe. Un jour, après être arrivé au parc, il commence à marcher le long d'un petit sentier près d'une buvette. C'est là qu'un homme de la vingtaine, à l'apparence négligée, interpelle le père de Bess. Il propose une balade à cheval pour sa fille en échange d'une petite somme d'argent. En soi, il faut bien comprendre que ce genre de pratique est hyper courante au Maghreb. Des types avec des chevaux ou des dromadaires qui proposent des balades, c'est presque banal, ça n'attire pas spécialement l'attention. Et petit scoop, même moi dans mon pays d'origine, du coup le Pakistan, ça arrive très fréquemment. D'ailleurs, pour vous donner un peu de contexte, il faut savoir que Bess est presque maladivement timide. À l'idée de suivre un inconnu, elle est complètement pétrifiée. Son père par contre, c'est tout le contraire. Il a grandi dans la rue et n'est pas effrayé par grand chose, et donc ne craignant rien, sans même regarder sa fille, il accepte l'offre sans hésiter avec un grand sourire. Il se dit que ça va être la première fois que sa fille fait du cheval et donc il ne faut pas louper l'occasion. Bess, on l'imagine bien, est quant à elle figée de terreur. Et en fait, tout se passe tellement vite qu'elle n'a même pas le temps de jeter un regard désapprobateur à son père en lui disant qu'elle ne veut clairement pas le faire. Et une fraction de seconde plus tard, en tout cas dans son ressenti, elle se retrouve soulevée par l'homme et placée sur le cheval. Le père est un peu hilar, pensant que c'est amusant et que sa fille va profiter du moment, mais Bess est complètement paralysée par la timidité et par le choc. Mais bon, tout est prêt, le cheval commence à avancer, la balade peut commencer.
Bess, encore tétanisée, regarde en arrière vers sa famille. Sa mère et sa sœur, marchant plus lentement et discutant, n'ont rien vu de la scène. Et son père continue de la regarder en souriant. Il ne bouge pas de sa place et ne va même pas les suivre parce que l'homme lui a promis de faire juste un petit tour. Et peu à peu, la jeune fille commence à se détendre et à apprécier la balade finalement. Toute la situation est complètement folle, mais bon, c'est un petit peu nouveau pour elle, elle ne s'y attendait pas et finalement, ça se passe plutôt bien. Mais en observant les environs, elle réalise qu'il se dirige vers la sortie du parc. Encore une fois, il faut bien comprendre que l'homme avait assuré qu'il ferait une simple boucle, mais le chemin qu'il emprunte indique le contraire. Malgré son jeune âge, Bess sent que quelque chose ne va pas et que l'homme est de moins en moins honnête. Plus les secondes défilent, plus le bruit du parc s'estompe. Et en un clin d'œil, ils sont maintenant en dehors de celui-ci. Bess remarque qu'il n'y a plus personne dans la rue. Elle est seule avec cet homme de plus en plus louche et son cheval. En plus de ça, elle remarque que l'homme lance des regards furtifs vers un minivan garé un peu plus loin. Donc vous commencez à le sentir venir, ça pue un peu. Et bien évidemment, il se dirige directement vers le van. À mesure qu'il s'éloigne de la zone principale du parc, Bess se rend compte de la situation et se dit qu'il faut absolument qu'elle se sorte de cette situation. Elle commence donc à élaborer un plan. Plus elle observe l'homme, plus elle remarque qu'il n'a pas l'air très sportif. Elle décide donc très rapidement qu'au moment où le cheval ralentira, elle sautera et s'enfuira, tout simplement. Parce que oui, l'un des atouts de Bess, c'est qu'elle a fait beaucoup de courses à pied et est assez confiante de pouvoir le semer si besoin. Mais bon, le stress monte de plus en plus et elle ne pense qu'à une seule chose, fuir. Et d'un coup, alors qu'elle est plongée dans ses pensées, le cheval commence à s'agiter. Bess, planifiant son plan, ne prête pas beaucoup d'attention au comportement de l'animal tellement elle est concentrée sur sa fuite. Mais le van s'approche dangereusement et n'est maintenant plus qu'à quelques mètres. Avant d'y arriver, il croise une bande de musiciens et passe près d'eux. Alors que Bess se dit que c'est le moment et qu'elle compte sauter, le cheval s'excite soudainement et la projette violemment au sol. La jeune fille se souvient d'une vision du ciel à l'envers avant de se retrouver à terre, les mains en avant. Sans réfléchir une seule seconde, elle se relève et commence à courir à toute vitesse. En se retournant brièvement, elle constate que l'homme a complètement disparu. Carrément essoufflée, elle retourne vers le parc et rejoint ses parents qui la cherchent, morts d'inquiétude. Ses parents ont très vite compris que quelque chose n'allait pas lorsqu'ils ont vu que la balade prenait beaucoup plus de temps que prévu. Sa mère, folle de rage, réprimande sévèrement son père pour avoir laissé cette situation se produire. Après les retrouvailles, des passants vont même accourir, expliquant à la famille qu'ils pensaient que Bess était morte tellement elle avait été éjectée d'une hauteur importante. Mais finalement, et par chance, la jeune fille s'en tire avec une seule chaussure perdue et une cicatrice à la paume gauche. Sa mère va donc rapidement soigner sa main et la famille va reprendre son chemin. Bess, encore sous le choc, n'arrive pas bien à s'exprimer et ne va même pas parler du minivan à ses parents. Et bien sûr, après cet incident, ils n'ont plus jamais eu de nouvelles de cet homme, même après plusieurs autres visites au parc. Cette expérience, on l'imagine, a plus que marqué Bess. Elle se souviendra longtemps de cette étrange journée où tout a failli basculer. D'ailleurs, elle repense souvent au comportement du cheval qui, au final, lui a peut-être sauvé la vie. Ok, plongeons maintenant dans l'histoire de Marion, une jeune fille de 17 ans qui vit dans un petit village au fin fond des Ardennes belges. Big up à tous les Belges qui nous regardent, vous êtes des ouf. Imaginez un peu sa maison. Elle est complètement isolée, entourée d'un jardin avec une entrée à l'avant et une porte-fenêtre à l'arrière. En gros, c'est le cadre parfait pour une petite histoire flippante. Nous sommes la première semaine d'août et ses parents, son frère et ses sœurs sont en vacances dans le sud de la France, laissant Marion seule à la maison. La jeune adolescente se dit que c'est l'occasion rêvée de profiter d'un peu de temps pour elle. Pour la première soirée, elle décide de traîner dans le salon jusqu'à 1h du mat. Et là, alors que le silence occupe tout l'espace sonore de la maison, quelqu'un toque à la porte hyper fort. Faut savoir qu'à ce moment-là, elle a déjà tout fermé à clé et elle n'attend absolument personne. Elle n'est donc absolument pas du tout dans le mood d'ouvrir comme ça à un inconnu au beau milieu de la nuit. Elle décide donc de faire un move que, en vrai, on comprend, elle ignore et va se coucher. Le problème, c'est que le lendemain soir, rebelote. Vers 1h du matin, quasiment pile, elle entend de nouveau des coups, sauf que cette fois, c'est sur la porte vitrée à l'arrière de la maison. Et là, il faut bien comprendre que pour arriver à cette porte, il faut soit passer par le jardin du voisin, soit passer par l'espace sous le carport.
Et les deux sont protégés par des barrières qu'il faut escalader, mais également par son chien, un Jack Terrier assez protecteur qu'il ne faut vraiment pas embêter. Marion commence donc vraiment à flipper, mais elle se force à ne pas y penser et pour la deuxième fois, va se coucher sans même jeter un coup d'œil. Bon, la nuit suivante, c'est son anniversaire. Elle se dit donc que c'est l'occasion parfaite pour penser à autre chose et invite des amis pour une petite fête. Rien de très excentrique, juste un petit truc chill. Et écoutez, la soirée se passe hyper bien, rien de bizarre n'arrive. Sauf un petit détail un peu louche quand même. Alors qu'elle avait bien précisé à tout le monde de ne jamais ouvrir la porte-fenêtre de derrière, elle se rend compte en passant devant qu'elle est entrouverte. Bien sûr, personne ne plaide coupable, ce qui rend la situation très étrange. Le matin suivant, elle décide de parler de toutes ses inquiétudes à ses potes. Et là, pour l'aider et pour la rassurer, deux d'entre eux proposent de rester dormir chez elle, juste au cas où. Bien sûr, Marion accepte direct tellement elle est flippée. La soirée se déroule normalement, encore une fois jusqu'à 1h du matin. Ils sont tous les trois dans la chambre de Marion en train de s'endormir, quand d'un coup, ils entendent des coups violents retentir sur la vitre de la porte d'entrée. Au début, c'est assez discret, donc un des amis demande à tout le monde s'ils ont bien entendu ce bruit, ce à quoi ils répondent que oui, donc l'angoisse générale monte d'un cran, puis les coups dans la porte deviennent ultra violents. Cette fois, il n'y a plus aucun doute, quelqu'un tente vraiment de rentrer dans la maison. Un des potes de Marion veut descendre voir ce qui se passe, mais celle-ci le dissuade. Elle a juste trop peur, et ça, il faut l'avouer, c'est assez communicatif. Même ses potes, d'habitude assez vaillants, ne font vraiment pas les malins. Ils décident donc d'appeler la police qui leur dit qu'ils arrivent dans environ 15 minutes. En attendant, et alors que l'homme continue de tambouriner à la porte, ils décident de descendre discrètement et de faire le tour de la maison. Déjà, ils veulent voir s'ils sont bien seuls dans la maison et aussi vérifier que tous les accès sont bien fermés. À l'entrée du salon, un des amis de Marion se fige. Il ne sait pas pourquoi, mais il a un très mauvais pressentiment, à un tel point qu'il refuse d'entrer. Pour réduire un petit peu cette flip, ils allument toutes les lumières et vérifient partout, mais rien. La personne qui est aussi à l'entrée a arrêté de toquer à la porte. Et maintenant, il semble n'y avoir plus personne. Quand les policiers arrivent, ils font une deuxième inspection, mais voyant qu'il n'y a rien, décident de partir. Avant ça, ils demandent quand même à Marion si elle a de quoi se défendre. Et en soi, elle a quand même l'arme de service de son père, parce que lui aussi est policier. Mais bon, c'est un petit peu extrême. Les policiers lui conseillent donc de prendre un spray au poivre, mais de garder les clés du coffre-fort à portée de main au cas où. Ils lui disent aussi de rentrer son chien qui, depuis tout ce temps, est en fait dehors, mais là, c'est étrange. Le chien refuse catégoriquement de rentrer et se cache, ce qui n'est absolument pas normal du tout. Même en l'appâtant avec de la nourriture, il ne bouge pas. Marion réussit finalement à l'attraper, mais les policiers trouvent ça très suspect. Et en regardant de plus près, ils remarquent que le chien semble avoir été frappé, au vu des blessures qu'il a et de son comportement. En plus de ça, il y a bel et bien énormément de traces de pas autour de la porte de derrière, qui, on vous le rappelle, n'est accessible uniquement en escaladant la barrière. Bon, les policiers ne peuvent pas faire grand chose d'autre, et donc ils prévoient plusieurs patrouilles pendant la nuit et conseillent à Marion et ses amis de dormir dans le salon avec le chien. Le jour finit par se lever et les amis de Marion rentrent chez eux. La nuit suivante, Marion commence à stresser sérieusement, elle est de nouveau toute seule. Elle décide donc de ne pas passer la nuit chez elle et heureusement sa voisine lui propose de l'héberger, ce qu'elle accepte immédiatement. Et bien qu'elle soit dans la maison d'à côté, à 1h du matin, elle a encore une fois l'impression d'entendre des bruits, comme si quelqu'un toquait à la porte de chez elle. Et enfin, la dernière nuit avant le retour de ses parents, Marion s'enferme à clé dans la chambre parentale et s'endort le plus tôt possible. Elle passe une nuit vraiment agitée, remplie de cauchemars, avec le spray au poivre sous l'oreiller, et heureusement, elle ne sera pas réveillée ce soir-là. Même si le lendemain matin, elle remarque encore une fois que devant la porte d'entrée et devant la porte-fenêtre, il y a encore des traces de pas. Et le plus bizarre dans tout ça, c'est que dès que ses parents reviennent, tout s'arrête. Marion n'aura donc jamais d'explication sur ce qui s'est passé, et il lui faudra des années pour pouvoir rester à nouveau seule chez elle. Et ce qui est sûr, c'est que cette expérience l'a vraiment marquée et qu'elle n'est pas prête de l'oublier. Bon, la commu, on espère une nouvelle fois ne pas vous avoir rendu trop parano. On est d'accord avec vous, en tout cas on imagine que vous pensez ça, mais entendre tout ça, c'est vraiment pas rassurant. Mais comme on le dit toujours, et ça ne fait jamais de mal de le rappeler, soyons prudents, mais pas parano. En tout cas, écoutez, ça a été un plaisir pour nous de vous raconter ces 3 histoires. On espère également que vous les avez appréciées avec nous et que vous aimez aussi ce rythme de 3 vidéos par semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit like sous la vidéo. Ça permet vraiment de mettre notre travail en valeur et c'est hyper important pour nous et pour la suite de la chaîne. On est aussi pas mal actifs sur les réseaux sociaux. On est sûr que vous l'avez remarqué, chose promise, chose due. On vous propose pas mal d'histoires originales, alors n'hésitez pas à les rejoindre. Et je pense que ça y est, Joe qui se situe derrière la caméra, hors du champ, on s'est tout dit. Donc on se retrouve dans 3 jours pour 3 nouvelles histoires flippantes. C'était Kratos et Joe et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.
Ciao, j'ai un peu bugué, mais c'est pas grave, on l'a, guess. Ciao, et c'est une fin de tournage. Et on boit des canettes. Voilà. Intro pour la vidéo de Joe qui sort dimanche. Est-ce que vous... C'est dur ce qu'on est en train de vivre actuellement, mesdames et messieurs. Kratos est actuellement en train de faire la miniature pendant que je tourne cette vidéo. Il fait la miniature de la vidéo qui va sortir ce soir. Et malheureusement, une sauvegarde a été supprimée. C'est quand même assez gentil. Mais bon. Un manque de goût flagrant, quoi. Je pense que si j'étais prof et que je devais mettre une appréciation, je mets... Joe est gentil, mais il a un manque de goût flagrant. Oui, je suis prof de maths et alors je donne mon avis sur... Désolé, c'était trop méchant ce que je viens de dire. Je ne le pensais pas. Putain, en plus, je suis con, c'est ta vidéo. Tu vas le mettre en bloopers. Et les gens ils vont se dire, oh là là, Kratos, c'est un sacré bâtard. Genre, je rigolais. On se charrie très souvent comme ça. Voilà. Bon bah les gars, ce qui paraît, Joe vient de dire que je suis néfaste pour la chaîne. Voilà. Merci Joe.